La Haute Cour constitutionnelle a proclamé aujourd'hui les résultats officiels du premier tour de l'élection présidentielle. Elle s'est également prononcée sur les requêtes déposées auprès de cette institution. Selon la décision finale prononcée par cette institution, un deuxième tour qui va opposer Andrade à Marc Ravalomanana va donc finalement avoir lieu. La nouvelle campagne électorale pour le second tour de l'élection présidentielle va débuter le 4 décembre prochain. Les règles générales relatives à l'élection resteront les mêmes pour cette descente aux urnes. Ouverture apparemment visible du gouvernement français face aux Gilets jaunes. Le Premier ministre est prêt à recevoir une délégation. Les contestataires se sont rassemblés ce matin devant l'aéroport. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition du journal en version française sur Cool TV. À la une aujourd'hui, la Haute Cour constitutionnelle a proclamé aujourd'hui les résultats officiels du premier tour de l'élection présidentielle. Elle s'est également prononcée sur les requêtes déposées auprès de cette institution. Et selon la décision finale prononcée par cette institution, un deuxième tour qui va opposer Andrade à Marc Ravalomanana va donc finalement avoir lieu. Reportage. Aujourd'hui, le rendez-vous avec la Haute Cour constitutionnelle pour la proclamation des résultats officiels du premier tour de l'élection présidentielle a été fixé à 10 h. Avant de faire part des résultats officiels, la HCC a annoncé qu'une partie des requêtes qu'elle a reçues est irrecevable et qu'une seconde partie est recevable mais non fondée. Dans le premier article de la décision numéro 11-HCC/AR du 28 novembre 2018, publié par la Haute Cour constitutionnelle, il est dit que la requête déposée par les collectifs des candidats est irrecevable. L'article 2 de ce texte dispose que la requête déposée par l'association Sahal est également irrecevable. Dans l'article 3, il est dit que la requête déposée par le candidat Irradzonar Mapian pour l'annulation du premier tour de l'élection présidentielle est recevable mais non fondée. Dans l'article 4, la requête déposée par la candidate Eliana Pezaz contre le maire de la commune urbaine de Mahazang est aussi recevable mais également non fondée. Il en est de même pour la requête déposée par Irradzonar Mapian le 17 novembre 2018, comme le dispose l'article 5 de ce texte. Et enfin, selon l'article 6, la requête pour l'annulation des voix obtenues par le candidat Andrade pour non-respect des règles sont également recevables mais non fondées. Dans les résultats officiels publiés par cette institution, sur les 9 949 083 électeurs inscrits, il y a eu 5 367 550 votants. 386 946 votes blancs et votes nuls au total ont été comptés. Le nombre de suffrages exprimés s'élève à 4 980 604 et le taux de participation à 53,95%. Voici les résultats obtenus par chaque candidat. Le candidat numéro 1, Rasulu Funzuwaing, Anjianza Kamalal, a obtenu 47 932 voix, soit un taux de 0,96%. Le candidat numéro 2, Rakutfring Richard Razaf, a obtenu 26 534 voix, soit un taux de 0,53%. Le candidat numéro 3, Tabira Ranjiamanantsu, a obtenu 48 705 voix, soit un taux de 0,98%. Le candidat numéro 4, Raslouf Njavsulzaf Maleu, dit Dama Maleu, a obtenu 16 367 voix, soit un taux de 0,33%. Le candidat numéro 5, Jules-Étienne Roland, a obtenu 10 756 voix, soit un taux de 0,22%. Le candidat numéro 6, Ratsietsan Jean-Jacques Jedidia, a obtenu les voix de 15 281 électeurs, soit un taux de 0,31%. Le candidat numéro 7, Anjiatseen Lalawarso Marcelin, a obtenu 28 252 voix, soit un taux de 0,57%. Le candidat numéro 8, Rabar Anjianiana Paul, a obtenu 48 980 voix, soit un taux de 0,98%. La candidate numéro 9, Rabiar Soussara, a obtenu 23 685 voix, soit 0,48%. Le candidat numéro 10, Radavidson Adjaparan Benjamin, a obtenu 25 420 voix, soit 0,51%. Le candidat numéro 11, Ravalomanana Nirad, a obtenu 57 476 voix, soit 1,15% du suffrage exprimé.
Le candidat numéro 12, Razonarma Pian Nair Martial, a obtenu 439 070 voix, soit 8,82% du suffrage. Le candidat numéro 13, Anjinri Narazuel, a obtenu 1 954 023 voix, soit un taux de 39,23%. La candidate Bezaz Amari-Eliane Pascaline Manas a obtenu 40 882 voix, soit un taux de 0,82%. Le candidat numéro 15, Indianouel San José Michel, a obtenu 26 572 voix, soit 0,53%. Le candidat numéro 16, Narsan Stéphane, a obtenu 5 675 voix, soit 0,11% du suffrage. Le candidat numéro 17, Razonar Eric Francis, a obtenu 14 758 voix, soit 0,30% du suffrage. Le candidat numéro 18, Ramarsan Arlette, a obtenu 12 545 voix, soit 0,25%. Le candidat numéro 19, Jean-Omer Berzik, a obtenu 15 352% des voix, soit 0,31%. Le candidat numéro 20, Randiama Pioun Joseph Martin, a obtenu les voix de 57 903 électeurs, soit 1,16% du suffrage. Le candidat numéro 21, Ratsir Kadidier Ignace, a obtenu les voix de 22 222 électeurs, soit 0,45% du suffrage. Le candidat numéro 22, Mahfal Solnadjassan Olivier Josselin, a obtenu 23 437 voix, soit 0,47% du suffrage. Le candidat numéro 23, Radil Femam Richard, a obtenu 42 748 voix, soit 0,86% du suffrage. La candidate numéro 24, Ernef Fanirsou, a obtenu les voix de 14 117 électeurs, soit 0,28% du suffrage. Le candidat numéro 25, Raval Mananamark, a obtenu les voix de 1 760 837 électeurs, soit 35,35% du suffrage. Le candidat numéro 26, Imbe Serge Jovial, a obtenu 18 962 voix, soit 0,38% du suffrage. Le candidat numéro 27, Ravel Narif Jean, a obtenu 29 224 voix, soit 0,59% du suffrage. Le candidat numéro 28, Ranji Amourassat Assoul Norbert, a obtenu 5 086 voix, soit 0,10% du suffrage. Le candidat numéro 29, Savo Jean-Louis, a obtenu 6 162 voix, soit 0,12% du suffrage. Le candidat numéro 30, Rassoul Nzatouf Falmapioun, a obtenu 12 276 voix, soit 0,25% du suffrage. Le candidat numéro 31, Rakout Mahmoud Jean-Max, a obtenu 11 377 voix, soit 0,23% du suffrage. Le candidat numéro 32, Rabarouila Bruno, a obtenu 9 981 voix, soit 0,20%. Le candidat numéro 33, Ratsira Kayarouvana Roland, a obtenu 21 377 voix, soit 0,43%. Le candidat numéro 34, Mayolandré Christian, a obtenu 63 391 voix, soit 1,25% du suffrage. Le candidat numéro 35, Robman Anarivoumanantou Orlando, a obtenu 14 561 voix, soit 0,29% du suffrage. Et le candidat numéro 36, Rassoul Voing-Roselinema, a obtenu 8 578 voix, soit 0,17% du suffrage. Dans l'article 13 de la décision numéro 11-HCC-AR, les deux candidats admis pour le deuxième tour sont les candidats Anjinri Narazuel et Marc Aravalmanan. Dans l'article 14 de ce même texte, il est dit que la caution payée par ces deux candidats va leur être restituée. Le président de la HCC a déclaré que ces résultats officiels du premier tour de l'élection présidentielle sont définitifs et irrévocables. Si le même logiciel avait été utilisé, certains se plaindront sûrement, mais là, nous avons utilisé deux logiciels différents qui ont donné à peu près les mêmes résultats. Cela signifie que ces résultats sont fiables. De nombreux hauts fonctionnaires, des partenaires de la Grande Île, des membres de la Commission électorale nationale indépendante, quelques candidats à la présidentielle tels que Anjinri Narazuel et des observateurs électoraux ont assisté à la proclamation de la HCC. Et après l'annonce officielle d'un deuxième tour de l'élection présidentielle, les candidats qui vont s'affronter au cours de cette seconde descente aux urnes ont annoncé être prêts pour cela. La HCC et la CNI de leur côté comptent redresser les erreurs notées au cours du premier tour et de nombreux acteurs sociopolitiques se sont exprimés sur les résultats officiels.
proclamée aujourd'hui par la Haute Cour constitutionnelle. Reportage de Miantra Genève. Après que la Haute Cour constitutionnelle ait déclaré officiellement la tenue d'un deuxième tour, qui pour le 19 novembre prochain, le candidat Andrade a annoncé qu'il est prêt à faire face à 7 secondes de descente aux urnes. De nombreuses erreurs ont été notées dans le traitement de ces résultats et nous réclamons une élection transparente. Donc pour le deuxième tour, nous demandons de pouvoir placer une personne dans chaque branche de la CENI pour surveiller les résultats depuis les SRMV jusqu'à la CENI, cela afin de garantir la transparence du traitement des résultats. Si je me suis porté candidat, c'est que je suis prêt à gagner et à sortir le pays de la crise. Je lance un appel à tous ceux qui n'ont pas voté au cours de la dernière élection. Cette fois-ci, allez aux urnes, faites votre devoir en tant que citoyen. Donnons-nous la main pour sortir Madagascar du gouffre. C'est le moment de changer l'histoire du pays. Certains candidats ont déclaré être prêts à collaborer avec les autres candidats qui n'ont pas été admis au second tour. Interrogé sur une alliance probable entre le parti HVM et le candidat Marc Ravalman, voici sa réponse. Les résultats officiels de la HCC viennent d'être proclamés. Des échanges en vue d'une alliance ont déjà eu lieu avec des partis politiques ou des associations, mais je laisse au candidat Marc Ravalman le choix de parler de cela. Actuellement, nous ne sommes plus seulement formés du parti Team, nous sommes devenus le K25. D'ailleurs, le candidat numéro 25 a déjà déclaré être ouvert à toute collaboration. Pour ce deuxième tour, la représentante résidence du PNUD à Madagascar encourage chaque électeur et chaque candidat à prendre leurs responsabilités. Je peux peut-être utiliser l'opportunité pour encourager la population le jour de vote, d'aller voter. Moi, ce que j'ai remarqué, c'est un grand niveau de responsabilité de tous les candidats. Il y a encore les candidats qui vont aller au deuxième tour. Et je voudrais les encourager à garder ce niveau de responsabilité. Parce que pour la population malgache, c'est important de garder la paix et la calme et de passer des élections et continuer le processus démocratique. D'autre part, les membres de la société civile qui ont participé à l'observation de l'élection ont été satisfaits du fait que leurs suggestions aient été considérées. Nous avons donné un exemplaire de nos déclarations à toutes les institutions de l'État. Les paroles du président de la HCC prouvent que nos propositions ont été prises en compte. Quoi qu'il en soit, ce n'est pas à cette institution, ni à nous, de réaliser les termes de ces suggestions, mais à tout le monde. Nous avons par exemple suggéré de distribuer les cartes électorales restant au plus tôt ou encore de renforcer l'éducation citoyenne. Il faudrait également améliorer le système de traitement des résultats. Après une demande d'explication sur les résultats proclamés dernièrement par la CENI, cette dernière a publié un errata. Nous remercions le responsable pour cela. La CENI, elle, a déclaré que des mesures allaient être prises par rapport aux critiques dont elle a fait l'objet et aux suggestions qui leur a été faites. La CENI a étudié toutes les erreurs notées au cours du premier tour de l'élection. De nombreuses mesures ont été prises pour améliorer le processus, l'éducation citoyenne et l'information sur l'utilisation du bulletin unique doit être améliorée pour éviter les votes nuls. Pour cela, nous allons travailler avec l'Union africaine. Outre cela, nous nous préparons déjà pour la tenue de ce deuxième tour. Ce deuxième tour qui aura lieu au mois de décembre représente un tournant décisif pour l'histoire du pays. La campagne électorale pour le second tour de l'élection présidentielle va débuter le 4 décembre prochain. Les règles générales relatives à l'élection resteront les mêmes pour cette descente aux urnes. Et d'autre part, l'ouverture de la rectification annuelle de la liste électorale à compter du début du mois de décembre n'aura aucun impact sur cette prochaine élection. Le deuxième tour de l'élection présidentielle se tiendra le 19 décembre prochain, une élection qui se jouera entre le candidat Andrade et le candidat Marc Ravalman. Une seconde période de campagne électorale va donc débuter le 4 décembre et durera 15 jours. Les règles relatives à cette descente aux urnes resteront les mêmes selon les explications. Comme auparavant, il est interdit aux candidats de dire « votez pour moi » en dehors de la date prévue pour la campagne électorale. Selon la Commission électorale nationale indépendante, la surveillance du respect des lois en vigueur au cours de ce deuxième tour va se corser.
D'autre part, l'ouverture de la révision annuelle de la liste électorale à compter du 1er décembre n'aura aucune répercussion sur cette nouvelle descente aux urnes, puisque cette nouvelle liste électorale ne pourra être utilisée que pour les élections qui auront lieu après le 15 mai 2019, date de fermeture de cette révision. Pour rappel, la Haute Cour constitutionnelle et divers acteurs sociopolitiques ont souligné l'importance de l'éducation citoyenne pour éviter au maximum les votes nuls et les votes blancs. Ils ont également renforcé l'importance de l'amélioration du traitement des résultats pour maintenir la confiance du peuple. Et sur un tout autre sujet, aujourd'hui, l'ambassadeur du Japon à Madagascar a reçu la délégation qui a participé au Salon international sur la mode qui s'est tenu à Tokyo du 22 au 24 octobre. Et à Madagascar, seulement une minorité des petites et moyennes entreprises ont encore réussi à accéder au milieu professionnel. Et l'intégration des opérateurs économiques et de ces entreprises au marché international est importante pour le développement du secteur économique et les échanges commerciaux. Et selon le président de l'association économique Madagascar-Japon, cela permettrait de renforcer les capacités des acteurs économiques et d'améliorer la qualité des produits proposés. Il est également nécessaire d'améliorer les lois sur l'investissement au sein de la Grande Île, selon un représentant de l'EDBM, un point qui va être traité au cours de l'année qui va suivre d'après ce dernier. Et avant de passer aux actualités internationales, ces derniers mois, l'Alliance Voirgas a constaté une augmentation des activités illégales sur les ressources naturelles, des abus faits par une minorité qui profite de la situation politique du pays, des débordements favorisés par le manque de mesures prises par les responsables au sein de l'État. Reportage. Depuis quelques mois, notamment durant la période électorale, bois de rose, or, tortue sont les premières cibles des exportations illicites à Madagascar. C'est ce qu'a expliqué l'Alliance Voirgas dans un communiqué publié hier. Une poignée de personnes composées d'opérateurs économiques, de politiciens véreux, profitent de cette situation pour renforcer leurs activités illégales sur les ressources naturelles selon les termes de ce communiqué. Comme exemple, l'Alliance Voirgas cite le défrichement de forêts pour la culture de maïs et d'arachides et l'exploitation de bois précieux dans l'aire protégée de Ménabé-Antmen et l'allée des Baobabs à Mourndave avec un rythme de 50 hectares de surface boisée, détruite par jour, des feux provoqués dans le parc national Ranmafan, permettant ainsi à certains grands opérateurs d'exploiter les bois précieux de ce parc national et de faire du charbon pour approvisionner diverses régions de Madagascar. Des atteintes aux ressources naturelles du pays face auxquelles aucune mesure sérieuse ne semble avoir été prise selon l'Alliance Voirgas. Nous faisions cette interpellation en vue d'exhorter donc l'administration et toute la communauté à Madagascar pour stopper l'exploitation et les trafics de ressources naturelles qui continuent sans vergogne pendant cette période électorale. On peut citer ici par exemple différents défrichements des forêts et fabrication de charbon de bois dans des aires protégées comme près du parc national d'Akarafans, Ketsaraman-Rouge, ou bien dans les aires protégées de Ménabé-Antmen et des allées de Baobab, mais aussi des feux provoqués dans le parc national de Ranmafan. Ce sont des exemples parmi tant d'autres. Et on exhorte aussi, surtout les secteurs privés, à ne pas collecter les produits provenant de ces trafics illicites parce qu'on essaie de suivre ces produits-là et il faut reconnaître que ça va à l'encontre vraiment de la responsabilité sociétale des entreprises prônées par ces sociétés. Beaucoup profitent de la situation du pays pour pratiquer diverses activités illégales sur les ressources naturelles, selon toujours l'AVG. Selon ce dernier, l'état de droit et de la décentralisation effective doit être appliqué. Il faut dire qu'on doit féliciter tout d'abord l'administration pour les coopérations qu'on a déjà faites depuis avec les trafics de tortues, des milliers de tortues qu'on a pu appréhender il y a 2 mois de cela, 1 mois, et aussi l'arraisonnement d'un bateau
suspects du côté de nord-est de Madagascar. Les causes, il est de coutume à Madagascar, si on peut dire ça, que pendant les événements politiques, il y a toujours ces débandades sur la destruction des ressources naturelles, les feux de brousse. Ça se passe surtout pendant les périodes de politique. Mais il faut insister à ce que, quelle que soit la situation qui prévaut dans le pays, que l'état de droit se doit d'être inflexible. Mais on a eu toujours ces faiblesses qu'à Madagascar, la corruption, le manque de vision et surtout le manque de décentralisation. C'est ça qui provoque tout ça, mais il faut que tout le monde se ressaisisse qu'à Madagascar est notre pays commun et qu'on soit de la sphère étatique, du secteur privé, de la société politique ou de la société civile, il est de notre devoir à tous de prendre nos responsabilités pour l'avenir de notre génération. L'environnement et les ressources naturelles du pays sont les garants d'un développement durable. Il est de ce fait important d'en prendre soin et de mettre en place un programme pour protéger l'environnement indépendamment de la situation politique du pays. Et place maintenant aux actualités internationales. Ouverture apparemment visible du gouvernement français face aux Gilets jaunes. Le Premier ministre est prêt à recevoir une délégation. Les contestataires se sont rassemblés ce matin devant l'aéroport. Reportage de France 24. Leurs visages ont fait le tour des télévisions. Éric Drouet et Priscilla Ludowski sont les premiers gilets jaunes reçus par le gouvernement, gilets qu'ils ont laissés pour l'occasion au vestiaire. Emmanuel Macron a demandé au ministère de la Transition écologique de les recevoir. Pourquoi ce ministère? Parce que la hausse des taxes sur les carburants dans un contexte de lutte contre la pollution est le point de départ de leurs revendications. Après presque 2 heures d'entretien, Priscilla Ludowski et Éric Drouet, qui font partie d'un groupe de 8 personnes désignées lundi porte-parole du mouvement, viennent devant la presse. Le sentiment qu'on a aujourd'hui, c'est que non, il n'y a pas de réelle envie d'améliorer le sort des gens. Samedi prochain, du coup, est maintenu et il y aura le rendez-vous comme samedi dernier aux Champs-Élysées. Pour le ministre de l'Environnement, ce n'est qu'un premier contact. Nous n'étions pas là pour apporter des réponses immédiates. Et ce que j'ai rappelé, c'est que nous étions prêts à organiser des débats dans tous les départements où les citoyens qui sont impliqués dans le mouvement des Gilets jaunes pourraient venir s'exprimer. Avant même que les 2 porte-paroles ne soient reçus par le gouvernement, sur le terrain, les Gilets jaunes, comme ici en Bretagne, pestaient contre les annonces dans la journée d'Emmanuel Macron qui a appelé à concilier les enjeux climatiques et sociaux. Ça n'apaisera pas. On ne va pas changer de cap. Concertation avec qui? Avec 8 gars qu'on ne connaît pas, qui ont été élus? Par qui? Par quoi? Nous, on n'était pas au courant. Et ces Gilets jaunes, le clamo est fort, ils ne partiront pas de ce rond-point. Les autorités, elles, appréhendent déjà un nouveau rassemblement national sur les Champs-Élysées après les violences de samedi dernier. La première réunion des pourparlers s'est ouverte ce matin au Kazakhstan. La Russie s'est engagée dans un bras de fer avec Kiev depuis dimanche et les 2 pays n'ont fait qu'accentuer la pression. Reportage de France 24. Marins capturés, troupes mobilisées. C'est la première confrontation militaire ouverte entre la Russie et l'Ukraine depuis le conflit armé qui a fait plus de 10 000 morts il y a 4 ans. Le président ukrainien Viktor Porochenko évoque la menace d'une guerre totale avec la Russie et justifie le recours à la loi martiale. Le but de cette loi martiale, c'est de montrer que l'ennemi paiera un prix très élevé. Ce sera comme une douche froide qui arrêtera les fous qui ont des plans pour attaquer l'Ukraine. Inédite depuis l'indépendance du pays en 1991, la loi martiale entre en vigueur dans 10 provinces frontalières de la Russie, de la mer Noire et de la mer d'Azov. La mesure devrait permettre aux autorités de mobiliser ses citoyens en cas d'attaque, mais aussi de réguler les médias et de limiter les rassemblements publics. Porochenko a bien assuré que la loi n'entravera pas les libertés, mais dans les zones concernées, les réactions sont partagées. Nous sommes situés dans un endroit dangereux, à la frontière, où il y a une possibilité de conflit militaire. Alors la loi martiale va sans doute aider. Il me semble que le plus important est à venir dans les prochaines semaines. Nous allons voter une multitude de lois que nous ne pourrons pas abolir plus tard. C'est la partie la plus décevante. Sur les 24 marins ukrainiens capturés dimanche, 12 resteront en détention au moins jusqu'au 25 janvier. Les 12 marins restants doivent comparaître devant le juge mercredi.
Et avant de se quitter, je rappelle les grands points de ce journal. La Haute Cour constitutionnelle a proclamé aujourd'hui les résultats officiels du premier tour de l'élection présidentielle. Elle s'est également prononcée sur les requêtes déposées auprès de cette institution. Selon la décision finale prononcée, un deuxième tour qui va opposer Andradzuil à Marc Ravalmanan va donc finalement avoir lieu. Et la nouvelle campagne électorale pour le second tour de l'élection présidentielle va débuter le 4 décembre prochain. Les règles générales relatives à l'élection resteront les mêmes pour cette descente aux urnes. Et enfin, ouverture apparemment visible du gouvernement français face aux Gilets jaunes. Le Premier ministre est prêt à recevoir une délégation. Les contestataires se sont rassemblés ce matin devant l'aéroport. Et voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. Au revoir et bonne soirée à tous.